Chers téléspectateurs, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission African Cogito. Aujourd'hui, nous avons 3 intervenants qui vont se faire le plaisir d'aborder le sujet l'éducation. Dans un premier temps, nous allons parler de l'importance de l'éducation et bien après, nous allons voir l'éducation en Afrique francophone. C'est tout de suite. Bonsoir Constant. Bonsoir. Je m'appelle Constant Sey, d'origine centrafricaine. Je suis enseignant donc, dans le domaine de l'éducation et je continue des recherches à titre privé. Merci. Merci. Je m'appelle Hashimou Maliki et je suis de la République démocratique du Congo, ancien assistant à l'Université de Kinshasa. Et je prépare une thèse de doctorat en sciences politiques à l'Université d'Ottawa ici. Merci. Bonjour, je m'appelle Julio Obaye. Je suis d'origine de la République démocratique du Congo aussi. Je suis diplômé en relations internationales et puis je suis un grand autodidacte à ce qui concerne la politique et littérature africaine. Merci. Merci bien, donc on va poursuivre. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème l'éducation. Pourquoi l'éducation ? Parce que nous traversons une époque où l'éducation est très importante. On recherche des personnes diplômées, des personnes qualifiées, des personnes intellectuelles. Et pour avoir tout ce bagage, il faut étudier. Moi, j'avais une question pour vous. Là, on est maintenant plus spécifique, c'est l'Afrique francophone. On constate aujourd'hui qu'il y a un grand flux migratoire des pays d'Afrique vers les pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie pour pouvoir étudier. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Qu'est-ce que vous pouvez... Parce que vous êtes ici, vous-même, ici au Canada. Vous étudiez, vous êtes enseignant, vous y travaillez. Donc, quand vous voyez cette situation, vous, en tant qu'Africain, est-ce que pour vous, c'est positif ou c'est négatif ? Moi, je peux donner mon approche de jeune, de ma génération. C'est vrai qu'il serait un peu difficile de dire si c'est bien ou mauvais, mais j'ai une position très précise. D'abord, il faudrait le voir sur un plan économique. C'est-à-dire ceux qui viennent étudier ici, comme vous avez dit, c'est l'immigration. Ceux qui viennent étudier sont généralement des gens mieux nantis en Afrique. Ça veut dire qu'il y a une fuite des capitaux sérieux. Et là, je parle que de l'argent. Qui quitte d'un continent déjà pauvre, qui vient investir des banques, des gens qui sont déjà riches. Et puis, derrière tout ça, cette excuse de venir étudier, qu'est-ce qui se cache derrière ? L'Afrique, certes, il a besoin de gens diplômés, mais l'Afrique ne produit pas de l'emploi au même niveau que ses diplômés. C'est-à-dire qu'un pays comme le Congo, où le taux de chômage est 99,75% en 2015. Donc, vous voyez un peu les tableaux. Ça veut dire que ceux qui sont dans le pouvoir, les gens là, mieux nantis qui envoient leurs enfants en Occident, ils n'ont pas l'intention de céder la place pour le nouveau venu. C'est la même classe dirigeante qui est là depuis 32 ans. C'est débarrasser intelligemment de leurs enfants, parce que quand ils envoient étudier en Occident, très souvent, qu'est-ce qui vient avec comme langage ? C'est-à-dire, je parle de ma génération, chercher d'abord les papiers de là-bas, trouver d'abord les papiers de là-bas. Donc, c'est aussi une façon d'immigrer intelligemment. Parce que si vous regardez, je donne un exemple concret de moi, j'étais le président des étudiants congolais au Brésil. On est parti à 104 pour la première génération en 2006. Aucune personne n'est rentrée. Et depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, chaque année, le Congo envoie pas moins de 200 étudiants au Brésil. Ils sont tous aujourd'hui mariés, ils ont des enfants, tous travaillent au Brésil, États-Unis, Canada ici. Ici au Canada, j'en connais au moins une cinquantaine qui ont quitté le Brésil pour ici. Ça veut dire quand ils sortent du pays, ils regardent l'état du pays, il y a 2 choses qui les empêchent de rentrer. 1, leurs parents qui ne veulent pas céder leur place. Et de 2, manque de travail. Donc, le tableau est catastrophique. Ça veut dire c'est mieux pour eux, mais ça ne profite en rien en Afrique. On a on en a plusieurs, mais ce que moi je connais actuellement, on a un Africain qui a été très loin aux études dans la diaspora. Il s'appelle Modibo Diarra. Je ne sais pas si vous connaissez. Le Malien, il est à la NASA. Il est le président de Microsoft Afrique-Asie.
Il a été très loin. Il a tracé le même tableau en disant, écoutez, c'est impossible. C'est impossible d'imaginer. Il veut essayer de motiver tous les étudiants d'étudier en Afrique chez eux. Mais comment est-ce possible dans ce genre de conditions? Donc là, c'était mon approche en tant que jeune, ma façon de voir. Je ne sais pas, mes aînés qui sont venus plus tôt que moi. Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Bon, en ce qui concerne, peut-être moi, je voudrais peut-être essayer de reformuler pour répondre, selon ma compréhension de la question. Qui viennent? Okay. Ou bien qui quitte l'Afrique pour venir étudier ici? Pourquoi ils quittent? C'est ça. Donc, et quelles en sont les conséquences? C'est ça. Qui viennent? Il y a 2 à 3 catégories de gens qui viennent ici. Il y a les enfants de Nantis, comme vient de dire Julio. Et il y a les gens qui ont des problèmes d'ordre économique, qui viennent ici et qui doivent étudier parce que c'est la voie obligée. Il y a d'autres qui ont soif d'apprendre, qui viennent aussi ici apprendre. Voici au moins 3 catégories de gens qui viennent ici. Pourquoi ils viennent ici? Pour la dernière catégorie, je venais déjà d'y répondre, ils ont soif d'apprendre. Et pourquoi venir apprendre ici alors? Pourquoi ne pas apprendre chez eux? C'est parce que l'instruction, les conditions d'études, les programmes d'études ne permettent pas à ces gens-là de rester en Afrique. Parce que quelle que soit leur soif d'apprendre, ils ne peuvent pas trouver ce qu'ils veulent apprendre. Et même si ils peuvent apprendre plus que ce qui est, même si ça ne répond pas à leur désir, il n'y a pas, les conditions ne permettent pas à ce qu'ils l'apprennent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent. Donc ce sont des chercheurs qui vont chercher à savoir, à aller là où il y a la lumière, pour qu'eux aussi deviennent lumineux. Vous voyez, c'est ça la catégorie. Il y a d'autres qui viennent, non, parce que, comme je disais, c'est la voie obligée. Oui. Pourquoi les gens quittent? Je crois avoir répondu à cette question. Bon, en ce qui concerne la catégorie des gens des nantis, ce sont les dirigeants et les gens qui sont dans les rouages, qui peuvent acquérir de l'argent d'une façon honnête et généralement malhonnête. Alors, ils veulent créer une classe de privilégiés. Ainsi, ils envoient leurs enfants ici pour venir acquérir le savoir afin d'aller les remplacer, pour maintenir le statu quo. C'est à peu près l'idée que j'ai de la formation. Mais est-ce que ça a un avantage? Oui, parce qu'au moins les gens viennent, ils apprennent. Il y a ceux qui peuvent rentrer ou qui arrivent à rentrer pour essayer de contribuer dans une certaine mesure. Mais au moins, il y a aussi, même s'ils ne rentrent pas, au moins, ils arrivent à s'installer dans les nouveaux pays d'accueil pour essayer de construire leur vie et mener la vie de dignité humaine. Et dans la mesure du possible aussi, aider leur famille qui reste en Afrique. C'est à peu près ce que je peux dire. C'est parce que... Moi, je remercie le frère Malik et Julio pour leur intervention. Je pense qu'ils ont déjà tout dit. Le seul aspect que moi, j'aimerais préciser dans la question de ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, il n'y a pas vraiment de fuite de cerveau en Afrique, parce que des cerveaux, il y en a toujours en Afrique qui ne sont pas utilisés. Il y en a toujours en Afrique qui ne sont pas utilisés, et je pense que le vrai problème, le problème de fond qu'a soulevé Malik, et Julio a exprimé l'aspect économique, c'est le problème de la qualité de ce qu'on nous propose. Moi, je peux vous donner mon exemple modeste, mais quand même qui est signifiant. J'ai écrit dans plusieurs pays d'Afrique depuis ma maîtrise, avant de continuer mes recherches, pour demander que je veux travailler. Même, je dirais, vous n'allez pas me croire, gratuitement même. Personne n'a répondu. C'est quelque chose qui n'arriverait jamais en Occident. En Occident, on vous propose de travailler, on vous donne un salaire qui correspond à vos compétences. Donc, il faut que l'Afrique, nos dirigeants, comprennent qu'il n'y a pas d'avenir sans qualité de l'enseignement. Les enseignants, les médecins, les infirmiers, les agriculteurs, ce sont eux qui font vivre un pays. Un pays ne peut rien sans ces 4 éléments-là. Hein, mais quand vous voyez les conditions de vie d'un enseignant en Afrique, hein, vous avez tout simplement les larmes aux yeux. Il n'y a que ça qui vous reste. Et je ne parle pas dans la capitale, hein, allez dans les provinces. Sortez de la capitale de chaque pays francophone, allez je dirais à 100 km de la capitale. Je peux même vous dire que dans des pays qu'on nous dit démocratiques, avec des beaux discours, les gens n'ont même pas, quand il pleut, de quoi se couvrir. Il n'y a pas d'école, tout simplement. Alors, qui peut avoir envie de rester dans ça? Donc, ce n'est pas que l'Africain, les Africains dans la catégorie dont a parlé le frère Malik, catégorie de ceux qui ont soif du savoir, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas rentrer, ce n'est pas qu'ils ont fui, c'est qu'on fait tout pour les faire partir. Et comme ils sont conscients de leur talent, ils vont le vendre ailleurs. Ce n'est pas une fuite de cerveau. Et beaucoup d'entre eux demandent bien souvent, une fois qu'ils sont compétents, à resservir ces mêmes pays qui ne les ont pas aidés. Qu'est-ce qui se passe? On leur barre la route.
Le frère Modibo Diarra dont parle Julio, il est rentré au Mali. Moi, j'ai regardé ses projets pour le Mali. C'est sur YouTube, allez fouiller. Il a des projets énormes, mais on ne lui a pas laissé l'occasion. Au contraire, tous ses compatriotes maliens ont tout fait pour le barrer la route quand il était Premier ministre pour qu'il ne soit jamais présent. Pourquoi pas? Parce qu'il n'est pas compétent. Parce qu'il y a une jalousie. Il y a une jalousie qui existe déjà avant qu'on ne fuit le continent. Et cette jalousie devient encore plus féroce lorsqu'on revient plus compétent. Parce que c'est même qui vous ont fait partir. Votre retour ne leur plaît pas, surtout si vous êtes compétent. Donc je pense que c'est plus un problème de qualité de l'enseignement qui fait d'abord que le départ se déroule pour la 3e catégorie. Et par rapport maintenant aux jeunes qui arrivent, comme il a si bien dit, c'est un problème de tout dépend de votre schéma. Si vous êtes d'une famille aisée, de classe moyenne ou de famille je dirais démunie, mais dans tous les cas, personne n'a envie de quitter son pays. Ça n'existe pas un individu qui veut quitter son pays. Par contre, si tout est fait pour que vous partez du pays, si vous êtes quelqu'un de normal, vous allez partir. C'est tout ce que j'allais dire. L'Afrique devrait quand même s'élever à un moment donné et réfléchir là-dessus. Je ne parle pas de ceux qui ont soif de savoir, parce qu'on ne peut pas priver. Ça veut dire qu'on est le berceau de l'intelligence, comme moi j'appelle. Je ne parle pas de l'humanité, mais de l'intelligence. Il y a des gens super intelligents en Afrique que moi, j'arrive même pas à l'achever. Ceux-là ont le droit de s'épanouir intellectuellement. Mais ceux qui sont des décideurs, ceux qui ont plus ou moins de moyens, ça veut dire juste y réfléchir. C'est-à-dire quand tu prends l'argent que l'Angola, on a cité des pays, l'Angola, le Congo, Kinshasa, c'est l'un des pays qui envoie des étudiants. Il y a l'Angola, le Congo, Kinshasa, le Nigeria. On dit que ces trois pays-là envoient des étudiants en masse et chaque année. C'est quand même trop. Imaginez-vous construire une université comme l'université Ottawa dans un pays africain pendant 10 ans. On en a 10. Imagine, on la voit à 10, ça fait des gens. On n'aura plus besoin de venir aussi. Donc ça prend vraiment un niveau politique concerté pour essayer de réfléchir là-dessus. Ok, merci, très intéressant. C'est vraiment à la fois triste d'apprendre ces choses-là, mais bon, c'est la réalité. Mais par rapport à tout ce que vous avez dit, moi je retiens surtout la fuite des capitaux. Je suis d'accord avec vous deux. Quand Julio dit que oui, il y a la fuite des capitaux, et quand Constant dit que non, il n'y a pas la fuite de capitaux parce qu'en Afrique, il y a des cerveaux. Pas de fuite de cerveau. Parce que les capitaux, oui, il y a fuite des capitaux, oui, mais pas forcément fuite des cerveaux. Ok, d'accord. Parce qu'au contraire, la formation que nous n'avons pas chez nous, nous l'acquérons ici gratuitement. Aucun pays occidental ne nous empêche d'aller dans les bibliothèques, accéder au savoir gratuitement. Donc, de ce côté-là, nous compensons même le retard de l'Afrique pour le moment, grâce à cette immigration, je dirais, personnelle. Voilà, donc, ça se complète. Par contre, effectivement, il y a fuite des capitaux. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce n'est pas ma spécialité, je laisse ça à Junio, mais il y a fuite des capitaux, on ne peut pas le nier. Il y a fuite des capitaux, mais dans tout processus, il y a toujours un côté positif que nous pouvons voir. Si, comme l'a dit Malik, certains de nos compatriotes qui sont issus des familles aisées peuvent tirer profit de leur séjour ici pour voir qu'on peut gérer autrement nos pays, ça nous ferait plaisir, puisqu'ils viennent eux-mêmes y voir les conditions dans lesquelles travaillent les chercheurs ici. Comment les gens sont motivés à faire leur travail parce que la qualité de l'environnement le permet. Donc, eux, ils voient ça. Si vraiment ils ont l'amour de leur pays, eux qui sont des familles aisées, qui influencent le pouvoir, ils peuvent aller dire ça à leurs parents. C'est tout ce que nous, on leur demande. On leur demande, maintenant, vous avez la chance de venir ici. Vous regardez les conditions de travail des Canadiens. Vous-même, vous allez dans les écoles, dans les hôpitaux, vous voyez comment c'est bien, c'est beau. Pourquoi vos parents n'essayent pas de faire ça pour que nous aussi, on puisse se mettre au niveau des autres? Parce que nous, on est prêts à travailler. C'est pas... Je connais beaucoup d'Africains qui sont prêts à se sacrifier même pour leur pays, qui sont beaucoup plus brillants que nous autres, qui ont formulé des lettres au gouvernement, qui n'ont jamais été reçues par personne. Il n'y a que 2 présidents, à ma connaissance, 2 présidents africains qui ont pris la peine d'écouter leur diaspora intellectuelle. Le roi du Maroc, Mohamed VI, à qui nous rendons hommage pour ce choix-là, et le président Kagame, qui, eux, ont pris la peine de faire ça. Je ne suis pas leur ami. Le Mohamed VI ne m'a pas payé, Kagame ne m'a pas payé. Mais moi, je leur rends hommage pour avoir donné la possibilité de recenser l'élite qui est à l'étranger et de les utiliser. Parce que tous les pays sérieux le font. L'Inde l'a fait, la Chine l'a fait. C'est ce qui fait qu'ils ont rattrapé leur retard technologique par rapport à l'Occident. Donc, si demain, les dirigeants africains qui n'ont pas financé un sou sur beaucoup de nos intellectuels sont prêts à nous donner la possibilité de leur donner notre point de vue dans nos spécialités, nous le ferons avec plaisir. Parce que nous disons que bon, à chacun son rôle. Eux, ils veulent garder le pouvoir, c'est leur droit. Nous, on veut que le pays avance. Si ça peut les arranger, on travaillera ensemble. Mais qu'ils comprennent, ce n'est pas de la pitié, ce n'est pas de la mendicité, il faut des conditions de travail. Ce n'est pas parce que je suis africain qu'on va me dire tiens 100 000 francs et puis bon, débrouille-toi. Parce que ça ne va pas donner de résultats. Donc, il y a fuite des capitaux, Julio, il n'y a aucun doute, mais
Comment faire pour que ça devienne positif quand même à la fin? C'est à ça que nous devons penser, parce que c'est sûr qu'il y a fuite des capitaux. Ce sont des milliards qui sont perdus dans cette sortie de la matière grise africaine. C'est des milliards que nous investissons dans l'économie des autres et dans les universités des autres. Bon, comme la situation est comme ça, on fait avec. Mais pour ceux qui ont soif de connaissances, une fois la connaissance acquise, nous sommes encore tristes de constater que jamais l'Afrique ne va en bénéficier parce que ça n'intéresse personne. Mais pour le moment, c'est comme ça. Juste un mot pour compléter les deux. Donc, fuite des capitaux, certains, non seulement ce qu'ils apportent concrètement sur le plan financier, mais aussi ce qui aura été investi pour la formation de ces gens-là avant qu'ils viennent ici. Oui. Tout ça, c'est l'argent perdu. Fuite des cerveaux, non. Parce que vous n'allez trouver aucun pays africain aujourd'hui qui a besoin de savoir de ses citoyens. Aujourd'hui, comme mon frère a terminé, lui va terminer, il n'y a personne qui a besoin de son savoir, comme du savoir des personnes. Donc, il n'y a pas un besoin de cerveau en Afrique. Il y a un besoin, mais les dirigeants n'ont pas besoin de cerveau. Donc, il n'y a pas... C'est qu'au contraire, quand les gens quittent, au moins, ça évite de pourrir le cerveau. Oui, ça permet au moins à ce cerveau-là de venir ne plus que fonctionner ici. Oui. Merci. Donc, je vais essayer de rester neutre quand même. Mais moi, par rapport à tout ce que vous avez dit, mon point de vue, je rejoins vraiment Julio sur la fuite des capitaux parce que les gens sortent du pays, les gens viennent, ils emmagasinent un bagage. Ils sont compétents, ils sont qualifiés. Il y a des docteurs, il y a des médecins, il y a des architectes. Mais malheureusement, le pays n'en profite pas parce qu'ils décident de travailler ici à l'étranger. Par rapport à ça, moi, j'aimerais vous demander à vous maintenant, parce que vous êtes intellectuel, vous êtes la diaspora, vous êtes venu ici, vous avez vu ce que d'autres n'ont pas vu, vous avez vu des méthodes de travail, vous avez vu les conditions de travail que nous n'avons pas dans nos pays d'Afrique francophone. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau? Ça, c'est ma question. C'est comme, vous savez, quand on va dans un village, on dit que si je ne me trompe pas, l'expression dit, quand un sage du village meurt, c'est toute une bibliothèque. Voilà, qu'on perd. Donc, vous êtes les témoins. Vous êtes venus ici, vous avez quitté un pays sous-développé, mais riche. C'est très contradictoire. Et vous avez vu des choses que vous n'avez pas vues dans votre pays d'origine. Ces choses vous ont aidé à vous bâtir, à vous construire et à devenir des personnes que vous n'étiez pas en venant ici. Ça veut dire que vous avez quelque part aussi un devoir de reconnaissance. Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau? Moi, ça, c'est ma question. Comme vous l'avez dit, il y a fuite de capitaux. Malik, bon, je ne sais pas si c'est du sarcasme, mais il dit qu'on n'a pas besoin de cerveau, parce qu'on ne permet pas au cerveau de travailler. Ils sont plus utiles ici. Mais moi, je voudrais savoir, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez faire Tout à l'heure, dans la question précédente, on avait déjà répondu. Le problème se trouve même dans la cause du départ. La question que tu poses se trouve dans la cause du départ. La raison qui a fait que certains Africains ont quitté leur continent explique aussi pourquoi ils ont du mal à être utiles au continent. Parce que ce n'est pas eux qui ne veulent pas être utiles au continent. Je ne connais aucun individu qui ne veut pas être utile à sa famille ou bien à son environnement. Ça n'existe pas dans la nature humaine. Mais si tout est fait pour que vous soyez inutile, comme l'a dit le frère Malik. Ça, je l'ai compris. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Nous menons une réflexion, effectivement. Il ne faut pas croire que c'est parce que les gens ne font pas du bruit sur les réseaux sociaux que le travail n'est pas fait. Un travail de fond est fait, chacun à sa façon. Il y a des groupes qui s'organisent, il y a d'autres qui investissent, il y a d'autres qui mettent des partenariats privés avec des universités privées, puisqu'on a compris que l'État n'en veut pas. Donc, moi, je ne vais pas donner la liste de ce que je sais qui existe, mais moi, je sais que beaucoup de travail est fait par l'intelligentsia africaine à l'étranger pour apporter sa contribution digne à l'émancipation de nos populations. Mais malheureusement, pour des raisons, je dirais peut-être politiques, les gens sont prudents, ils font plus de publicité comme par le passé, parce que beaucoup de projets ont été stoppés par ces mêmes dirigeants. On ne sait pas pourquoi. Donc, nous disons tout simplement que aujourd'hui, comme l'État n'en a pas besoin, comme l'a dit Malik, et nous savons très bien, nous écrivons des lettres, nous proposons même gratuitement, ça n'intéresse personne. Donc, on va vers la société civile et on fait des propositions concrètes. Et maintenant, ceux qui ont des moyens, parce que c'est une question aussi économique, comme l'État ne veut pas financer,
Modibo Diarra est bien rentré au Mali parce qu'il a trouvé des financements. Le Camerounais, dont j'oublie le nom parce que on est sur un plateau, il y a un peu d'émotion, mais en tout cas, si le nom me revient, je vous donnerai son nom, qui est à Microsoft, là. Pas Pougala. Pougala, c'est un entrepreneur. Il y a un autre Camerounais qui a travaillé à Microsoft, qui est rentré, qui a créé l'une des plus grandes structures actuellement de télémédecine. Pour les Camerounais qui connaissent très bien de qui je parle, ils se retrouveront très vite. Et je peux aussi vous donner beaucoup d'autres Africains qui sont rentrés, qui travaillent à fond propre. Donc, un retour en Afrique, c'est quand même pas moins de 100 000 $ pour investir. Parce qu'aucune banque en Afrique ne va vous prêter de l'argent. Quelle que soit la beauté de votre projet, sa faisabilité, ils ne vont pas vous prêter de l'argent. Donc, il faut économiser, épargner soi-même, monter ses projets soi-même, trouver des partenaires fiables et rentrer, mettre en pratique ce que vous avez appris. Donc, c'est un processus qui est très long, qui est très complexe. Et donc, même, je suis convaincu que pour avoir vu ça de mes propres yeux, beaucoup le font et c'est chacun qui va à son rythme selon ses opportunités. Mais nous savons très bien que pour le moment, l'État n'a rien mis en place. C'est timidement que certains pays maintenant commencent par créer des députés pour la diaspora, ils commencent par créer un ministère plus ou moins pour la diaspora. J'ai entendu parler de ça au Sénégal, peut-être à l'époque au Bénin, je ne sais plus, dans 2 ou 3 pays africains, mais ça reste toujours des coquilles vides. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme l'a dit Malik, il y a un problème entre l'Africain qui est sorti du continent et celui qui est resté. À l'époque de Sékou Touré, on appelait ça les Guinéens de l'extérieur et les Guinéens de l'intérieur. Mais en fait, c'était un problème politique et je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème humain. Mais les Africains qui sont ici sont conscients que tout ce qu'ils ont appris, ils ont envie de transmettre ça à leur continent. Maintenant, comment ça va se faire? Si l'État propose des structures, tant mieux. Si l'État ne propose pas, de manière informelle, ça se fait déjà. Et je connais beaucoup d'autres à Paris, comme le professeur Rocco, qui a fait un logiciel que le gouvernement français a voulu acheter, qu'il a refusé, et qui a mis ça à la disposition des cliniques privées au Bénin, au Niger, en Côte d'Ivoire, et j'ai oublié le 4e pays. Donc les gens travaillent sérieux, mais seulement que bon, il n'y a pas de pub là-dessus. Hein. D'ailleurs, ils n'ont pas intérêt parce que bien souvent, quand vous faites du bruit, on vous stoppe. Hein. Comme il y a un problème de jalousie encore entre ceux qui veulent apporter des choses nouvelles et ceux qui sont pour le statu quo. Mais le vrai problème que rencontrent les Africains compétents, c'est le problème il n'y a pas d'interlocuteurs locaux. Il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas une volonté politique, ni une volonté même... Alors, quant à moi, de quelle façon peut-on vouloir aller contribuer ou ramener à l'Afrique ce qu'on a obtenu d'elle en étant sien? Il y a de 2 façons. On peut apporter notre savoir, ce qu'on a acquis ici, pour aller le partager là-bas. Si sur place, sur le plan local, il y a cette réceptivité. Il y a des structures, des institutions qui permettent à ce que vous avez soit accepté, exploité. Et on peut aussi apporter les relations qu'on a tissées ici. C'est-à-dire, comme il vient de dire, des projets. Et je sais que ce n'est pas toujours facile dans les 2 cas. Si je parlais concrètement, moi par exemple, je n'ai pas envie de me mourir ici. Non. Ici, dans 1 an et demi, je compte rentrer au Congo. Parce que je pense que je vais utiliser mon savoir de quelle façon. Donc je vais parler d'un cas concret, de ce que je pense. C'est que la première chose, moi, je vais aller rentrer au Congo, aller m'installer dans mon village natal. C'est à plus de 2000 km de Kinshasa. Je vais commencer à enseigner à l'école secondaire. Pourquoi? Je vais faire prendre conscience aux jeunes des dangers qu'ils courent, compte tenu de la façon dont le monde fonctionne, de la façon dont la politique est gérée, de la façon dont les ressources, les terres sont exposées à la prédation. Alors, il faut que je commence à parler à ceux qui sont encore, en se développant, ne seront plus là, qu'ils sachent qu'il y a un danger, qu'ils soient préparés à prendre des précautions. C'est pourquoi je vais m'installer là. En même temps que je m'installe là, j'enseigne à l'université à Kinshasa. Parce que je suis de l'université de Kinshasa, quand je rentre, c'est automatique, il n'y a pas de problème, mais je peux enseigner dans d'autres universités. Mais là, nous avons un centre de recherche. Parce que j'ai constaté, les gens sont à l'université, ils apprennent les sciences politiques, les sciences sociales, mais ils ne connaissent pas ce qui se passe tout près d'eux. Ils ne connaissent pas ce qui se passe dans leur environnement. Ils ne connaissent pas tous les enjeux. Alors nous avons créé, avant que je vienne, 4-5 ans avant, nous avions créé un centre d'études politiques qui est à l'université de Kinshasa. Alors dans ma façon de voir, je vais aller, le centre fonctionne jusqu'à aujourd'hui, mais un peu en veilleuse. Ce que je vais, c'est aller réanimer. De sorte qu'au niveau de l'université, qu'on crée des filières dans les centres politiques, des gens qui s'occupent de l'Asie, des gens qui s'occupent de l'Amérique du Nord, des gens qui s'occupent de l'Europe occidentale, des gens qui s'occupent de l'Europe, de l'ancienne Europe de l'Est, des gens qui s'occupent de l'Amérique du Sud. Et au sein des étudiants, créer aussi des gens qui s'occupent des pays. Non, vous,
On choisit une catégorie d'étudiants, vous vous occupez seulement votre étude, toutes vos réflexions sur le Canada, toute votre réflexion sur la Côte d'Ivoire. Il faut que les gens arrivent à connaître et à se connaître. D'autres, vous vous occupez de la politique intérieure. Il y a des gens qui se président dans telle province. Quand on regarde telle province, les aspects économiques, les aspects culturels, tous les aspects. Donc, arriver à créer une certaine dynamique dans la façon de faire des sciences sociales qui permettent aux gens de maîtriser, de se maîtriser, de maîtriser leur environnement et de maîtriser les gens avec lesquels ils interagissent. Et je suis en train chaque jour d'écrire un mot. Dès que j'ai idée, j'écris. De sorte que ce centre, quand je rentre, 5-6 ans après, il faut qu'on parle de ce centre-là. De sorte que même pour la production scientifique, là, on doit commencer à produire de là. Je vais prendre contact avec des professeurs ici, qui seront par exemple des co-auteurs, des collecteurs, des articles qu'on va ils lisent à l'extérieur, de sorte qu'on sache qu'on existe. On existe par la pensée. C'est à peu près, à mon avis, les idées. C'est comment je compte aller. Mais comme c'est difficile de vivre en Afrique, dans mon projet, je compte passer 8 mois en Afrique, 4 mois au Canada. Donc, pendant les 4 mois, je vais chercher à avoir un cours à temps partiel. Je viens ici. En même temps, j'ai interagi avec les enseignants. En même temps, j'essaie d'amener ce que j'aurais récolté là-bas. J'échange avec eux. Voilà au moins ce que je pense. Je m'excuse d'avoir pris tout le temps. Oui. Oui, donc, par rapport à ce que vous dites, vous avez dit que vous êtes jeune. C'est aux jeunes de se lever. Parce que les vieux ont déjà assez fait. Il faut prendre la relève. Qu'est-ce que vous conseillerez au fait par rapport à ça? Parce que continuer à fonctionner avec le système éducatif colonial, excusez-moi là, on n'avance pas au fait. On n'avance pas, on ne fait rien du tout. Donc, vous, qu'est-ce que vous proposez?